L'année dernière, on a battu tous les records. C'est un défi du quotidien. Ouais. C'est un défi parce que aujourd'hui, recruter dans le domaine agricole, ça fait pas recette. Sur notre domaine, 40% de nos cannes sont coupées manuellement. C'est pas un secteur qui attire Non. la jeunesse. On est vraiment sur des analyses de sol très pointues de manière à donner à la terre ce dont elle a besoin. Tu parlais de Rome du futur. Ouais. C'est quoi le Rome du futur? Bonjour, bienvenue dans Régénération Caraïbe, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Aujourd'hui, nous allons parler de Rome et pour ça, nous avons invité une des plus grandes distilleries de la Guadeloupe, la distillerie Bologne, et nous recevons sa directrice générale, Madame Lydia Douamont. Salut Lydia. Salut, tu vas bien? Ça va, merci. Merci de m'inviter. Ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on voulait vous inviter. On n'a jamais parlé encore vraiment d'industrie. Et l'industrie du rhum, les distilleries, c'est une des plus grosses industries représentées dans les Antilles. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous faire un petit résumé de l'histoire de Bologne? Ça peut être difficile de résumer 300 ans d'histoire, mais on va dire que pour faire les choses simplement, la distillerie Bologne a été créée en 1887. C'est la date à laquelle on commence à produire du rhum agricole, même si l'histoire du domaine remonte au XVIIe siècle, où effectivement, il y a toujours eu de la canne à sucre sur ce domaine-là. C'est une entreprise familiale qui regroupe 50 hommes et 50 femmes qui produisent le rhum. 50? Oui, une cinquantaine de collaborateurs. Et d'ailleurs, on peut être même plus nombreux en période de production, puisqu'on monte à 70 dans les effectifs si on rajoute les saisonniers. Tu parles des employés, là, de tous les collaborateurs. Exact, Ok. voilà. Mhm. Mais je peux aussi parler de la famille Sargent-Moncala, qui doit être aussi une cinquantaine à posséder la distillerie. D'accord. Voilà. Ok. Sur l'histoire, il y a énormément de personnages qui ont marqué l'histoire du domaine. On peut parler du chevalier Saint-Georges. Le chevalier Saint-Georges qui n'est autre que Joseph de Bologne. Joseph de Bologne, fils du propriétaire de la distillerie Bologne au XVIIe siècle et d'une esclave Nanon. On peut aussi parler de Jean-Antoine Amé-Noël en 1830, un libre de couleur qui possède la distillerie à cette époque, Ok. qui est quand même assez différent de ce qui se produit à l'époque. Ouais. Ou encore, on peut parler de 1930, la date où on va voir les premières étiquettes Bologne avec le maillot jaune qui apparaissent. D'accord. Avant, il n'y avait pas le maillot jaune. Et c'était quoi? C'est quoi ce maillot jaune? Le maillot jaune, c'est l'époque où on va vraiment arriver, même après, dans les années 1960, il faut avoir un nom, il faut avoir une dénomination commerciale, et c'est là où on va appeler Rhum Bologne pour faire appel à cette fameuse famille, les ventes de Boulogniennes, qui s'installent en 1654 sur le domaine. Il porte déjà les couleurs, le jaune, et c'est pour ça qu'on le surnomme le maillot jaune. Le premier dans le cœur des Bassériens et de certains Guadeloupéens, et par extension ici à l'international de cette étiquette qu'on voit en Hexagone et ailleurs. Ok, super intéressant. C'était pas trop long et en fait, on a bien appris. Et je savais pas que le chevalier Saint-Georges, il y a eu un film sur lui d'ailleurs récemment. Oui, il y a eu un biopic de Disney qui est sorti, qui parle brièvement de la vie du chevalier Saint-Georges en Guadeloupe, mais surtout en métropole, puisque le chevalier Saint-Georges est un jeune métis qui est contemporain de Mozart. Il est musicien. Et on parlera beaucoup moins de l'œuvre de Joseph de Bologne, puisque de sa couleur de peau, son œuvre aura moins de retentissement que celle de Mozart. Alors qu'ils étaient contemporains et je crois même qu'il a enseigné à Mozart, non? Écoutez, sur certains récits, on trouve effectivement qu'il a enseigné à Mozart. Ouais. Nous, on surnomme le chevalier Saint-Georges le Mozart noir, et nous, on parle de Mozart comme étant le Saint-Georges blanc. Ah ok, intéressant. Et en fait, allez voir le film si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est vrai que c'est un film, alors c'est Disney. C'est Disney. Mais ça permet quand même de comprendre un petit peu le contexte aussi historique.
Ça permet en partie de comprendre ce contexte historique. Et sinon, il y a aussi une célèbre artiste, Beyoncé, tu connais? Ouais. Qui a, dans un de ses opus, utilisé la musique du Chevalier Saint-Georges. Ah ouais? Ouais, Carrément, donc la musique qu'il a composée lui? ouais, c'est Et ça. Elle s'en est inspirée. tu connais le titre? Oh, faudrait que je me Non? rappelle. On le cherchera, on va le Ouais, retrouver, exact, on c'est va pas le très donner. compliqué là. Beyoncé, ouais, OK. Bon, bah, super, incroyable. Alors, ce qui, aussi vous différencie un petit peu de certains autres, bon, déjà, vous faites partie, vous êtes quoi, le plus gros, le deuxième plus gros? Le deuxième plus gros, OK. Avant, c'est, une autre marque. une autre marque. On fait pas de publicité, donc on les invitera. Les Oui. Guadeloupéens savent de qui on parle. Hem, Je pense que pour ce sujet, il y a 9 maisons en Guadeloupe qui font du rhum et qui font du rhum différemment. En fait, ouais, il n'y a pas de concurrence, entre guillemets. Il y a juste une exact complémentarité et des c'est maisons bah, qu'on a sur le en plus, territoire. c'est vrai, c'est vrai. Bah, on peut quand même le dire, c'est vrai qu'entre Grande-Terre et Basse-Terre, il y a 2 enseignes, c'est Damoiseau et c'est Bologne et c'est un peu toujours, bah, comme partout, on est toujours chauvin. En Grande-Terre, les gens préfèrent l'un, en Basse-Terre, les gens préfèrent l'autre. C'est vrai que les guerres de clochers ont toujours existé. Je trouve qu'elles existent de moins en moins. Le Mmh. consommateur, il s'attache pas forcément à découvrir le produit qui est créé dans sa paroisse, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Il va au-delà de son territoire à la recherche de qualité, à la recherche d'histoire, d'authenticité ou tout simplement du goût qu'il préfère. Mmh. Effectivement, c'est pas tout à fait le même goût et alors, la chose pour, de enfin qui nous intéresse, ici surtout, c'est les aspects environnementaux parce que, on est le podcast de la transition écologique et bah, une distillerie, on sait que ça consomme de l'eau, ça consomme de l'énergie, ça crée des rejets, des vinasses, de la bagasse, des rejets atmosphériques parce que vous faites de la combustion. Hem, Comment est-ce que vous gérez ça, vous? Alors, il y a tous les aspects réglementaires. J'imagine, bon, vous êtes une ICPE, vous êtes, soumis à autorisation. C'est quoi les plus gros enjeux au niveau environnementaux que vous devez, gérer? Avant de parler de la réglementation, je vais Mmh. tout simplement parler de l'ADN de la marque. Mmh. On a plusieurs piliers de notre ADN qui sont importants pour nous. Il y en a 3 essentiellement. Le premier pilier, tu en as parlé directement d'emblée, c'est l'histoire. Mmh. On veut être une marque qui est très ancrée dans son patrimoine, dans son écosystème historique. C'est Mmh. l'une des plus anciennes distilleries de la Guadeloupe. Le deuxième pilier, c'est l'éco-responsabilité. Euh, Depuis 2014, on recycle nos vinasse. Tu as parlé de vinasse, tu as parlé de Mmh. bagasse et tout ça, Ouais. c'est des mots qui convient un petit peu de vulgariser, mais tous nos déchets de fabrication sont recyclés pour produire de l'énergie. Donc, on a cet ancrage dans notre ADN qui est important pour nous. Et évidemment, le réglementaire qui vient s'ajouter là-dedans, c'est que si on ne respecte pas les codes réglementaires, c'est de fermer, d'avoir des fermetures Ouais. administratives. Donc forcément, on est forcément attentif à cela. Et il faut savoir que Bologne est aussi une marque qui est dans un écosystème aussi où on est proche de la population. Proche de la Oui. population en tant que marque, mais aussi proche de quartiers qui se sont additionnés à la distillerie au fur et à mesure, puisque la distillerie a eu l'occasion de céder des terres, notamment à la municipalité. Aujourd'hui, ces terres sont habitées. Donc, on a une obligation de pouvoir Mmh. cohabiter avec notamment la Cité Bologne, le quartier de Rivière-des-Pères, qui sont vraiment juxtaposés à la distillerie, qui Ouais. faisaient partie en fait de Des la terrains. distillerie et qui ont été cédés. OK, OK, d'accord. Moi, je ne savais pas, intéressant. Ouais. Et effectivement, vous êtes un des premiers à avoir mis en place, un système pour valoriser vos vinasses. Parce que les vinasses, pour ceux qui ne savent pas, on va vulgariser. Les vinasses, c'est, ce qui sort une fois qu'on distille, le jus de canne. On en fait du rhum, et ben, ce qui sort de ça, c'est la vinasse et c'est quoi? C'est à 4 de pH, donc c'est très C'est acide très acide. et c'est chaud en plus? Et ça peut être chaud, absolument. En fait, quand on fait du rhum, et je précise du rhum agricole, Oui, agricole.
puisque on est sur un marché de niche. Le rhum agricole représente 4% du marché mondial et la grosse majorité de ces rhums agricoles est produite soit en Guadeloupe, soit en Martinique. Et donc, à Bologne, on ne fait que du rhum agricole, ce qui est déjà une gageure, c'est-à-dire produire du rhum à base de pur jus de canne, donc le vezou, alors que l'immense majorité des rhums qu'on retrouve sur le marché international sont des rhums de mélasse, dits des rhums industriels, qui, eux, sont fabriqués à base du résidu de la fabrication du sucre de canne. Exact. Donc, nous, on travaille un produit qui est un produit brut, qu'on estime être meilleur, en tout cas respectueux du terroir et du produit qu'est la canne. Et de cette production de rhum marital, on va avoir 2 principaux déchets. Le premier, la bagasse, qui est le résidu de la fibre de canne dont on a extrait le jus. Et le second, la vinasse, qui est le déchet par excellence de la production de rhum agricole. Et cette vinasse est valorisée à Bologne avec un méthaniseur, donc il nous permet de valoriser, de transformer les vinasses et de pouvoir les réinjecter dans les sols. Puisque en bout de méthanisation, tout ce qu'on va conserver, donc les bouts de méthanisation sont épandus dans les champs. D'accord. Et nous servent de fertilisant. D'accord. Ou d'engrais. Directement. Et une fois la méthanisation effectuée. Une fois la méthanisation effectuée. Et en méthanisant, du coup, en fait, la méthanisation, pour vulgariser encore une fois, c'est-à-dire qu'on fait en gros fermenter ces jus de vinasse sans oxygène. Ça crée du méthane, du biogaz. Et celui-là, il peut être brûlé et cogénéré, il produit de l'électricité. Absolument. Et vous produisez déjà de l'électricité ou pas encore? On en a déjà produit. Vous en avez déjà produit? Voilà, on est en capacité d'en produire. Maintenant, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est surtout de pouvoir dégrader la vinasse. Puisque aujourd'hui, on n'a pas de preneur à cette énergie qu'on est en capacité de produire. Et nous, il faut savoir qu'on produit seulement de janvier à juillet, pour donner une grande famille une grande fenêtre de production, puisque en fait, on produit au moment du carême, lorsqu'il fait le plus chaud, lorsque la sucrosité des cannes est la plus importante. Et donc, on n'a pas une production qui est annuelle, annualisée. Exact. Carême, ça veut dire en gros de mars à juin, quoi. C'est ça, nous, on commence généralement de février, lorsque les cannes vont commencer déjà à être stressées. Il y a un stress hydrique qui est réalisé, donc du coup, c'est là où c'est le plus intéressant pour nous de produire. Et la profession, généralement, s'aligne sur cette période-là. D'accord, ok. Donc potentiellement, vous pourriez revendre, mais pas toute l'année. C'est peut-être ça qui pose problème pour revendre à EDF. En termes de rentabilité, aujourd'hui, le modèle économique n'est pas encore totalement prêt, si je peux dire, à avoir une rentabilité qui nous permette de revendre notamment à EDF. Et les bagasses, donc la canne broyée, ce qui sort une fois qu'on a fait... Ça sort des boulins, une fois qu'on a fait le jus. Vous en faites quoi? Alors, l'utilisation principale, c'est de s'en servir comme source pour notre chaudière, parce qu'il faut savoir que sur nos moulins ne sont pas électrifiés. Donc, on va utiliser la bagasse comme un combustible pour faire fonctionner notre chaudière, qui, elle, va entraîner les moulins pour le broyage, ou encore va faire chauffer nos colonnes à distiller. Donc, en gros, ça vous permet d'être autonome? Ou il faut rajouter du bois, enfin pas du bois, mais... on produit à peu près 70 tonnes de bagasse par jour, et c'est suffisant pour faire fonctionner notre chaudière. Et vous n'avez pas de reste? On a quelques restes, et ces restes-là, ils sont épandus dans les champs pour ralentir la pousse de l'herbe lorsqu'on est notamment en période de regermination de la canne. Et donc, du coup, on a aussi toutes les adventices qui vont venir en confrontation avec la canne. Et donc, de faire un manteau de bagasse, ça nous permet de ralentir l'enherbement. Vous n'avez jamais pensé à faire du compost avec ça? On a pensé, on pense. Oui, c'est vrai. Ça peut être une source. On a fait, nous ici, parce que on est dans les bureaux à Chilawa, ingénieur conseil, on a fait une plateforme de compostage pour la sucrerie Gardel. Peut-être que tu l'as déjà visité. Absolument. Et effectivement, ça se fait très bien à partir de bagasse et en rajoutant même un peu de résultat de ce qui sortirait du méthaniseur. Vous pourriez aussi mélanger tout ça et faire un compost. Pour l'instant, nos sources ne sont pas assez importantes pour qu'on puisse s'inclure dans une filière. Parce qu'en fait, on est presque juste au niveau de notre chaudière.
Ah oui, d'accord. Ouais. Vous n'avez pas beaucoup de On a suppléments, quoi. Non, pas vraiment, mais ça peut se poser si jamais, l'année dernière, on a constaté qu'on a broyé plus de cannes. En fait, il y a eu une météo qui a été à la Ah fois ouais, favorable et à la fois défavorable, combo. Mais en tout cas, on a eu plus de volume, donc de mais c'était surplus. assez exceptionnel. Ah ok, d'accord, ok. Et il y a déjà des gens, parce que j'entends beaucoup parler d'innovation à partir de bagasse, tu sais, de faire Mmh. des assiettes ou... Ouais, il y a des gens qui sont venus vous voir pour ouais, ça? carrément. L'UA aussi, des projets, Ouais, ok. ouais, Université des Antilles, ouais. c'est ça. A aussi des projets où on a mis à disposition, de la bagasse et de la vinasse, de manière à ce qu'on puisse aider les étudiants qui sont en recherche Mhm. à, développer une filière. Alors, on ne serait pas les seuls, mais en tout cas, on peut, collaborer, sur ce type de projet. Ok, intéressant. Tu parlais du coup, alors c'est ça de votre engagement pour l'éco-responsabilité. Mmh Donc là, on a parlé un peu du process industriel, quoi, les vinasses, les bagasses. mh. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place d'autre? Alors, il faut savoir que la distillerie Bologne, possède ses propres cannes. Donc nous Ouais. sommes, ce qu'on appellerait dans le vin des propriétaires récoltants. Vous prenez de la canne de personne d'autre? Nous avons, 150 hectares de canne en propre, Ok. de différents types de variétés, principalement de la canne rouge et de la canne noire. La canne noire, c'est une variété qu'on retrouve qu'à Bologne, qui va être vraiment une variété de canne, qui se plaît extrêmement bien sur notre terroir volcanique et qui va être l'identité de notre rhum. Il y a de la canne noire dans toutes nos références, à l'exception d'une gamme. Et en fait, dans nos parcelles, on a introduit une variété qui nous permet d'avoir le label bio de l'agriculture biologique. Mhm. Donc, depuis 2017, aujourd'hui, on a eu 7 hectares qui ont été en conversion sur l'agriculture biologique et on a sorti les premiers rhums bio, de la Guadeloupe, premiers rhums bio agricoles de la Guadeloupe. Effectivement. Donc, Ouais. l'objectif derrière ça, c'est pas que de faire un produit commercial, mais c'est aussi de développer des pratiques agriculturales sur l'ensemble de notre domaine qui est labellisé haute valeur environnementale, Mhm. de manière à ce qu'on puisse développer des pratiques éco-responsables sur l'ensemble de nos parcelles. Ça, c'est intéressant. Et pour faire ça, j'imagine que ça doit coûter un peu plus cher, non, en exploitation? Ouais. En réalité, c'est un défi de tous les jours, puisque de continuer à avoir une parcelle bio aujourd'hui, parce que le marché des spiritueux est déjà en crise, hein, comme beaucoup de secteurs. Le marché des spiritueux bio est un marché, on va dire, epsilon, parce qu'il est vraiment très petit. Mhm. Et là-dedans, on a encore une décroissance qui est importante. C'est vrai que sur les produits qui sont certifiés agriculture biologique, on multiplie par 5 les coûts de production agricole, Waouh! tout en n'ayant pas la certitude d'avoir des débouchés qui nous permettent Hmm. de transformer ce surcoût Ouais. et de l'optimiser. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous absorbons le surcoût qui est lié à la production de rhum bio. Donc, ça veut dire que vous ne pourriez pas être rentable si vous faisiez que du bio. Non. Alors, il y a aussi des difficultés sur le label. Aujourd'hui, c'est soit on introduisait une nouvelle variété de canne, de manière à ce que l'organisme certificateur puisse identifier clairement les parcelles qui sont en agriculture biologique ou non. Mhm. Soit on avait 100% de notre domaine qui était en agriculture biologique. Et aujourd'hui, les rendements sont encore très faibles sur ces parcelles-là. Ah, déjà, les rendements de canne sont plus faibles. Oui, parce que les rendements de canne sont plus faibles parce que l'enherbement, c'est l'ennemi numéro un de la canne puisqu'on est en milieu tropical. Mhm. Donc, on a les adventistes qui sont en compétition régulière avec nos cannes et notre objectif, c'est de pouvoir réduire l'effet de ces adventistes. Et sur les autres parcelles, du coup, comment vous faites pour réduire ces adventices? Alors, sur la parcelle bio, c'est une main-d'œuvre humaine qui est plus importante. Ouais. Et sur la partie en agriculture conventionnelle, on utilise certains produits phytosanitaires. À Bologne, on a divisé par 6 l'utilisation des produits phytosanitaires. Mhm. Et la réglementation va également dans ce sens-là, puisque de moins en moins de molécules vont être disponibles pour tout ce qui va être produits phytosanitaires. Mhm. Mais on utilise, par exemple, sur des étapes de la production, des pré-émergents. Aujourd'hui, les pré-émergents sont de moins en moins disponibles. C'est quoi des pré-émergents? C'est un produit qui permet aux adventistes de réduire leur impact dans le début de la progression de la canne.
c'est-à-dire quand la canne a 3 semaines. On peut Ouais. utiliser des pré-émergents après, j'en ai utilisé. D'accord. Voilà. Donc, ça va Mais c'est des permettre... produits phytosanitaires aussi? Exact. C'est un... C'est une catégorie de produits D'accord. Ok. sous-catégorie de produits phytosanitaires. Ok. Voilà. Et donc, ces produits-là sont encore utilisés sur nos domaines, ainsi que, par exemple, sur les traces. Si on n'arrive pas à contenir les adventices sur les traces, ça peut également venir en compétition avec nos cannes. D'accord. Il y a énormément d'adventices. On peut avoir, on connaît les herbinés, les avaries, donc les lianes, qui aujourd'hui sont résistantes. Donc, nous, c'est simple, on multiplie par 3 parfois l'intervention humaine de manière à enrayer Sur les cannes bio ou partout? partout. Partout, hein, ouais, d'accord. Partout. Et si vous et justement quand vous étalez la bagasse, ça aide ça? Ouais, ça aide. Ça peut aider sur OK. le début du cycle à réduire Et la paille de canne, la paille de vous la canne. laissez aussi, non? On Ça, c'est peut tout la un truc. laisser, exactement, parce que en fait, la paille de canne, on se dit qu'elle peut être intéressante quand la canne est coupée à la main. Sur notre domaine, 40% de nos cannes sont coupées manuellement. Sérieux? Ouais, C'est énorme. c'est énorme. Donc, ça veut dire là aussi, c'est un risque qui est important parce que notre Pourquoi? Parce domaine que... est extrêmement vallonné. Ah, parce que les machines passent pas. Les machines ne passent pas. Ah ouais. Donc, on a une intervention coutelas, machette, pour pouvoir couper la canne sur 40% de notre domaine. 40%, c'est énorme. C'est énorme. Ok. Et là, vous faites comment du coup? Vous faites un appel ça fait On une a masse une c'est beaucoup de personnes qui arrivent. C'est une vingtaine de saisonniers qui arrivent Ok. pour nous aider à récolter la canne manuelle. Waouh. Et c'est un défi du quotidien. Ouais. C'est un défi parce que aujourd'hui, recruter dans le domaine agricole, ça fait pas recette, c'est sûr. C'est pas un secteur qui attire Non. la jeunesse. En dehors des difficultés de pouvoir recruter, c'est aussi de fidéliser. Nous, on a des équipes qui ont un âge très avancé. Notre courbe de vieillissement est vraiment très important puisque ces personnes-là peuvent avoir jusqu'à 50 ans et plus. Et donc, c'est de plus en plus difficile de trouver des solutions, en tout cas humaines, sur la récolte de la canne manuelle. Donc, on réfléchit à la mécanisation, mais encore, les recherches ne sont pas encore assez avancées. Ouais, parce que c'est physique, hein. C'est très physique. Ouais. Ok. Intéressant. Et alors, il y a une question que je me posais par rapport à la canne, parce que je sais, mais alors je ne sais pas vous dans votre domaine spécifiquement, mais que les rendements sont en chute libre depuis 5, 10, 15 ans, qu'on a perdu sur certaines parcelles 50% de production à l'hectare, que je crois qu'avant on était dans les 100 tonnes à l'hectare, on est tombé parfois à 50. Tu dois mieux connaître les chiffres que moi, je vais te laisser en parler. Ça en est où ça? Quel est l'impact pour vous de votre côté à ce niveau-là? Alors, on va dire que c'est les 2 dernières années, voire les 3 dernières années qui ont été vraiment les plus difficiles. L'année dernière, on a battu tous les records et des records négatifs, je peux dire, sur la productivité de certaines parcelles. Plusieurs phénomènes peuvent expliquer ça. Effectivement, de moins en moins de molécules, des molécules de moins en moins performantes sur les produits phytosanitaires. La météo. On a une météo où il a fait soit trop chaud, soit il n'a pas plu au bon moment, soit inversement, soit il a plu au mauvais moment. Puisque nous, la pluie, ça nous intéresse lorsque c'est l'hivernage, donc carême hivernal, pour pouvoir permettre que la canne se développe et fasse la photosynthèse. Maintenant, on a aussi eu des épidémies d'insectes, par exemple des chenilles qui sont venues attaquer, les chenilles perforatrices qui sont venues attaquer les cannes. Et tout ce combo a fait qu'on a perdu une productivité qui était importante. Alors, pas 50 tonnes hectares, n'est pas loin. D'accord. Et il y a pas aussi quand même un phénomène d'appauvrissement de la terre, parce qu'à force, j'imagine, de faire canne sur canne sur canne sur canne, et de ne pas renourrir le sol. On n'a pas ce problème-là parce qu'on pratique depuis quelques années la jachère. Donc, c'est un cercle vertueux pour nous de pouvoir laisser la terre se reposer, de faire une pratique de semis qui permette vraiment au volume de graines d'être enfoui dans les sols et de pouvoir regerminer beaucoup plus difficilement. Donc ça, c'est notre pratique aujourd'hui qui s'inscrit aussi dans notre pilier éco-responsabilité. Permettre la jachère
immobiliser certaines parcelles certainement pour ne pas produire de rhum, mais permettre aussi au sol de se reposer. Mhm. On a forcément des phénomènes d'érosion de la potasse, par exemple, et nous, on vient Alors enrichir. attends, là tu parlais technique. Érosion de la potasse, c'est-à-dire le sol qui Oui, qui perd de la s'appauvrit en potasse. potasse. Donc, ça peut être lié à différentes choses. Ça peut être par infiltration parce que les phénomènes de ruissellement, l'eau s'en va avec la potasse, typiquement. Ou ça peut être parce que les parcelles n'ont pas été replantées. Nous, on essaye de replanter nos parcelles tous les 6 ans. Mais est-ce que la canne, elle pompe pas beaucoup de potasse aussi? Parce Oui, que je sais que dans la vinasse, on retrouve beaucoup de potasse. absolument. Donc en fait, probablement que la canne, elle consomme aussi à fond de la potasse, C'est quoi. ça. Donc, en fait, c'est un combo entre trouver les parcelles qui ont le moins de potasse pour pouvoir approvisionner avec des bouts de métallisation, donc Ouais, enrichir de d'accord. nouveau en potasse. Ok. Replanter certaines parcelles qui sont effectivement appauvries en potasse, ou encore permettre la jachère. Donc, Ah, ok. on est vraiment sur des analyses de sol très pointues de manière à donner à la terre ce dont elle a besoin. Ok. En fait, 300 ans de plantation, ça ne peut se faire que au bénéfice de l'expérience qu'on peut acquérir sur ces parcelles-là. Et notre objectif, c'est de pouvoir permettre à ces parcelles de pouvoir encore durer à minima 300 ans. Je trouve, on est vraiment très conscient en fait de cet héritage de la terre qu'on reçoit et cet héritage de la terre qu'on veut transmettre. Donc, on y est très sensible. Ouais. Voilà. Bah ouais, je comprends. Bah, en plus, quelque part, le fait d'avoir 40% obligatoire à la main, ça vous amène aussi une conscience. C'est pas juste des machines qui passent à travers les champs, et j'imagine que ça joue aussi. Oui, ça joue parce que lorsqu'on récolte à la main, forcément, on va avoir un impact qui est moins important sur les sols. Les sols vont être moins compactés que lorsqu'on y va à la machine avec des coupeuses qui sont assez lourdes pour les sols. Donc, les sols sont Ouais. quand même compactés. Ça nous permet aussi de faire de la sélection. Lorsqu'on Mm. est par exemple sur du monovariétal, du parcellaire, on va vraiment choisir les meilleures parties des quatre pour pouvoir faire des éditions premium qui font le plaisir des consommateurs. D'accord, donc vous avez des rhums qui sortent telle parcelle. Alors je sais que vous avez du rhum de Canne Noire qui est très connu. Vous en avez plein d'autres aussi, et donc vous avez des rhums spécifiques, telle parcelle. Bien sûr. Les parcellaires dont je peux parler, on a la parcelle batterie. En fait, chaque Ok. parcelle a un nom, chaque parcelle a une histoire. Batterie, on y trouve une batterie militaire. Les batteries permettaient de protéger les Français de l'arrivée des Anglais au XVIIIe siècle. Et on a trouvé des ruines de batterie sur notamment cette parcelle qui s'appelle Batterie. Et on en a sorti un rhum éponyme qui s'appelle Batterie. Pour la petite histoire, l'année, on a récolté la batterie la première fois. On a aussi trouvé des canons dans les sols. On a énormément de parcelles. Chaque parcelle Une par histoire exemple, aussi. la parcelle trahison, la parcelle source. Il y a énormément de parcelles qui méritent, dont l'histoire mérite d'être connue. Et donc, ça nous permet de sortir des rhums très pointus, des parcellaires, des monovariétaux, des éditions extra limitées. Et ça, les consommateurs sont en attente d'authenticité. Ouais. Et ces produits-là, ça nous permet vraiment de parler du sol, du terroir, Mhm. de la parcelle, de la variété de canne. Bologne, on est une marque généraliste, mais on aime être très pointu dans ce qu'on fait. On fait d'excellents rhums blancs, d'excellents rhums vieux, et là, ça nous permet vraiment d'aller dans le détail de ce qu'on met dans la bouteille. Ouais, en maîtrisant vos terres et vos... Ouais. Exact. Oui, c'est vrai que je disais 80% de nos besoins, on est autosuffisant à hauteur de 80% de nos besoins canniers. Ça nous permet vraiment d'avoir une maîtrise de la qualité et de la traçabilité de nos cannes. Mhm. Excellent. En termes de... Alors, si je reviens maintenant sur un peu le process de fabrication, vous consommez de l'eau aussi, j'imagine. Exact. Vous avez... comment vous faites? Parce que l'eau en Guadeloupe, c'est pas toujours facile. C'est le moins qu'on puisse dire. On dira rien d'autre. Ouais. Mais bon, voilà, on le sait. Vous êtes sur le réseau d'eau classique, ou vous avez un puits, ou vous avez de l'eau agricole? Comment vous fonctionnez? Alors, on a un captage d'eau au niveau de la rivière qui juxtapose notre domaine. Donc, on n'est pas sur l'eau
l'eau du réseau. Mhm. Je l'ai dit, à Bologne, rien ne se perd, tout se transforme. C'est le cas de la Vega, c'est le cas de la Mina, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais même l'eau qu'on utilise, c'est l'eau qui nous vient de notre domaine. Donc, on a un captage qui nous permet de capter l'eau. Cette eau est filtrée, osmosée pour la production de nos rhums. Ok, vous osmosez l'eau. Ouais, on osmose l'eau, ça permet vraiment de réduire les molécules à H2O, vraiment d'avoir une eau qui est extrêmement pure. Et ça vient aussi dans le processus de qualité des rhums qu'on produit, puisque l'eau n'a pas un impact important sur la qualité des produits. Lorsqu'on dépend de l'eau du réseau, on prend ce que le réseau nous donne. Ouais. Là, on a vraiment notre source qui est sur le domaine. C'est de l'eau de rivière et elle est osmosée. Exact. Ok, c'est bien. Vous notez, hein, tout le monde. Non, mais c'est intéressant parce que bon, c'est vrai qu'il y a plein de distilleries, il y a plein de tailles de distilleries aussi en Guadeloupe. Je pense à Marie-Galante aussi. Ouais. Il y en a qui sont vraiment artisanales, il y en a qui font du très bon rhum, presque de niche, on va dire. Mais là, vous faites un process qui à la fois est industriel, mais en même temps, vous arrivez à faire des produits très ciblés, quoi, et contrôlés, enfin maîtrisés, quoi. Ouais, je crois que c'est l'ancrage de Volaille. On ferait pas du rhum si on n'allait pas dans ce détail-là, dans ce niveau d'exigence et de qualité. Ça, c'est vraiment, on a un laboratoire interne qui nous permet d'analyser toutes les phases de production de rhum, toute l'eau, la production du jus, la production des rhums. Ça nous permet vraiment d'avoir un niveau d'exigence qui est très, très pointu. Ouais. Alors à propos d'exigence, on va revenir à ce par quoi j'avais plus ou moins commencé, mais c'était l'aspect réglementaire, peut-être l'aspect le moins drôle finalement. Mais on a vu une grosse évolution quand même des façons de produire le rhum, même si on regarde depuis les années 50. Ne serait-ce que les vinasses, il y avait beaucoup d'endroits où elles étaient rejetées directement dans l'environnement. Maintenant, on arrive à des niveaux vraiment beaucoup plus poussés, notamment même sur les rejets atmosphériques, sur le niveau sonore aussi, des choses comme ça. C'est quoi, en fait, pour vous, ce qui est le plus contraignant, en fait Si vous faites une gradation, c'est compliqué. En termes de rejet atmosphérique, nous, on a investi très tôt dans un électrophile dernière génération. Donc, c'est vrai qu'en termes de rejet, on a cette volonté de coller au plus proche des prérequis de la DEAL. Donc, on a déjà travaillé en anticipation sur ces normes-là. Le bruit, évidemment, on est encore proche d'habitation, donc on est sensible à cette donnée-là. La vinasse, chez nous, on a le processus qui consiste à la valoriser et à pouvoir, avec notre plan d'épandage, la mettre dans nos propres parcelles. Ce combo-là est extrêmement difficile à tenir et c'est notre niveau d'exigence qui nous permet de coller au plus proche de ces normes-là. D'accord, ouais. Ok, mais c'est vrai qu'en fait, en ayant cette taille-là, vous êtes obligé d'anticiper et puis de coller au maximum, de ne pas fonctionner avec le risque de vous faire bloquer ou évidemment. Ok. J'imagine qu'en interne, vous avez toute une équipe qui gère ces aspects-là. L'équipe s'appelle Adrien Moreau. Ah ouais, ok. Ouais. Bien sûr, qui est suppléé, c'est notre directeur des opérations, qui est suppléé de tous les opérateurs qui vont mettre en place les directives qu'il a. Mais Bologne reste une entreprise à taille humaine. Donc, c'est vrai que sur certains sujets, bien sûr, il va être épaulé par la direction, le conseil d'administration, mais ça reste quand même une entreprise à taille humaine où généralement on a un sujet et le sujet réglementaire, c'est celui d'Adrien. Ok, ça marche. À propos toujours des co-responsabilités, je me suis souvent posé la question s'il n'y avait pas moyen de faire de la consigne. Parce que, tu sais, les bouteilles de rhum, je parle du rhum blanc agricole classique, là, vous en vendez quand même un paquet. D'ailleurs, ça tourne autour de combien de bouteilles par année que vous produisez? On est sur cette référence aux alentours d'1 million. 1 million par an? Par an. De bouteilles? De bouteilles. Waouh! Ah ouais! C'est beaucoup. C'est bien. C'est bien. Enfin, tout est relatif, on est d'accord. Mais 1 million de bouteilles, Ouais.
Sur la consigne, nous, on est extrêmement favorable à ce projet. Maintenant, sur les recherches qui ont été faites dans ce domaine-là, il faut une taille critique qui permette de rentabiliser la consigne. Aujourd'hui, la région Guadeloupe a pris le sujet et est en train de développer ce sujet-là. Je ne sais pas exactement où ça en est des avancées, mais en tout cas, à chaque fois que ça revient sur le tapis, il faut forcément que ce soit une initiative gouvernementale, politique, pour qu'on puisse se mettre ensemble pour pouvoir avoir la taille critique. 1 million, ça reste quand même beaucoup et pas assez pour pouvoir avoir cette taille qui permet de rentabiliser. Mais 1 million, vous en avez, c'est pas tout pour la Guadeloupe, il y a une partie qui part en... Exact. C'est quelle partie à peu près? 60% sur le marché local. Qui est exporté? Non, sur le marché local. Sur le marché local. Il y a des initiatives, je pense à par exemple Verre en Verre, qui est une initiative locale qui permet d'aller récupérer dans chaque distillerie des bouteilles de manière à ce qu'elles puissent être recyclées et remises dans le circuit d'achat des bouteilles. C'est une initiative qui est juste géniale. Mais ils récupèrent vos bouteilles à vous? Ils récupèrent les bouteilles que nos consommateurs ont utilisées et qu'ils retournent à la distillerie. C'est donc ils le font eux-mêmes. Mais comment ils se financent? Parce que Verre en Verre, d'ailleurs, je pense qu'ils sont... je pense que je les ai déjà croisés, mais... Comment ça fonctionne? Parce que... À Paris Finance, faudrait leur demander. Ça peut être l'occasion de les inviter sur le podcast. Maintenant, ils font de la collecte, ils récupèrent et du coup, ils nous restituent nos bouteilles. On peut les racheter. Maintenant, je reconnais que je n'en rachète pas forcément beaucoup de bouteilles sur ce circuit-là parce qu'elles sont plus onéreuses que les bouteilles qu'on achète et qui, elles, sont neuves et qui viennent de Loire, d'Europe principalement. Puisqu'on a aussi la contrainte du coût, on est sur des produits qui ont pris en 5 ans quasiment le double de leur valeur. Mais c'est pour ça, je me dis, parce qu'il y a 5 ans, il y avait eu une étude sur la possibilité de faire de la consigne sur les bouteilles de rhum, et ça passait limite. Mais maintenant, si les prix ont doublé, si on prend toutes vos bouteilles, bon, vous avez les mêmes bouteilles que Damoiseau, non? Non? Sur le blanc, c'est pareil, le blanc, non? Jusqu'à faites les mêmes bouteilles, ou mettez-vous d'accord. Alors, sur l'île voisine, chacun a son moule, chacun a sa bouteille. Ici, en Guadeloupe... En Martinique. Ici, en Guadeloupe, on est quand même assez harmonisé. Même si on se mettait à tous, on est relativement petit pour les verriers. Pendant, par exemple, la période Covid, ils ont doublé leurs tarifs quasiment, pour ne pas dire ça. Et voilà, c'était à prendre ou à laisser. Vous représentez peut-être 0,00% de nos marchés. On a le champagne, on a le cognac, les whisky et les rhums agricoles. Mettez-vous ensemble que vous peseriez pas grand-chose. Hein. Donc on l'a bien senti. Après, on a été accompagné par certains fabricants. Maintenant, la crise étant passée par là, on va dire qu'on est revenu sur un registre plus cordial avec les verriers qui savent qu'on existe un petit peu. Mais c'est vrai que les coûts ont énormément évolué depuis 2020. Ben oui. D'une part, et aussi le coût de la bouteille pour le consommateur final a augmenté puisque la fiscalité a évolué. Ah bon? La vignette de sécurité sociale a évolué environ de 50 centimes par année depuis 5 ans. C'est quoi ça, la vignette? La vignette de sécurité sociale, c'est une partie de la taxation des alcools. Il faut savoir que dans une bouteille de rhum, il y a une partie qui est allouée à la production de rhum, c'est nous. Après, une partie qui est liée à la fiscalité, la TVA, les droits sur alcool et la vignette de sécurité sociale, qui est une taxe qui doit être allouée pour la prévention sur l'alcool, qui, je le rappelle, est un produit dangereux qui est à consommer avec modération. C'est pour ça qu'on est énormément attaché à consommer mieux, peut-être moins, mais consommer mieux. Et ensuite, on a les marges des différents constituants sur la vente du produit jusqu'à ce qu'il arrive au consommateur final.
Attends, c'est intéressant. Ça veut dire que sur une bouteille de rhum, combien ça se vend une bouteille de rhum blanc? Aujourd'hui, la bouteille de rhum, elle est environ en moyenne à 12 euros sur le marché local, 20 euros sur le marché hexagonal, là où elle était à 6 euros, 8 euros il y a 50 barrières, Ouais, ça a doublé. quasiment. Et Et ça, c'est à cause des taxes? l'impact, c'est la fiscalité. Waouh! Donc c'est la vie chère. Alors évidemment, les produits ont coûté plus cher parce que tout a augmenté, mais Mais l'impact principal c'est la est fiscalité. à la fiscalité de la vie. Donc sur une bouteille, mettons, on va simplifier, mettons qu'on la paye 12, la 10 ou 12, bon, peu importe. C'est quoi la part totale qui s'en va en taxes et en... Bien un quart? Ouais, quand même. Ah ok, je pensais que ça serait plus. T'inclus là-dedans la TVA? Non. Ok, donc ça fait ouais, peut-être genre 30%, quoi. Ouais. D'accord. Donc on trinque à l'État. Au budget de la sécurité sociale. Au budget de la Notamment. sécurité sociale notamment. Bon, ok. Bon, en fait, c'est un peu comme beaucoup de produits, mais je crois que l'alcool spécifiquement, Oui, c'est... alors certains produits, alors évidemment il y a tout ce qui est octroi de mer, TVA, ce qui est normal, et ensuite on est sur des produits qui sont réglementés, comme par exemple la cigarette, et donc on a des taxes spécifiques à notre Ouais, secteur. d'accord, je comprends. Et du coup, donc pour revenir à cette histoire de consigne, euh, justement, tu parles du Covid, mais si par exemple demain, je sais pas, il y a une guerre, ou on ne le souhaite pas, mais où les containers arrivent d'arriver, etc. Mhm. Vous, si vous voulez pouvoir continuer de fonctionner, si vous êtes déjà en mode 50% de la production vient de bouteilles consignées, vous sauvez les meubles. On sauve les meubles. Et du coup, il y a l'aspect financier, mais il y a l'aspect aussi résilience qui est intéressant et à prendre en compte. Bien sûr. Nous, en tout cas, dans tous les débats qui concernent la consigne, on est extrêmement favorable. Parce que, bon, la région, je salue l'initiative. Maintenant, quand est-ce que ça va se faire? Avec quels moyens? Pas d'horizon. C'est des grosses administrations, ils ont beaucoup de choses à gérer, ils n'ont pas forcément tous les moyens non plus. Peut-être qu'en tant qu'industriel, vous devriez vous dire, on prend le sujet à bras le corps, on regarde combien ça coûte, qu'est-ce qu'on pourrait gagner. Surtout que l'ADEME peut vous financer pour ça. Il y a une réflexion. Le plus dur, c'est d'unir notre profession autour d'une table. Ah bon? Il n'y a pas un syndicat des producteurs de rhum? On a un syndicat dont le premier objectif, c'est de gérer le contingent. Donc, le contingent, c'est le volume de rhum qu'on peut expédier à destination de l'Hexagone avec une fiscalité améliorée. Le principal enjeu pour notre syndicat, c'est ça, sur notre profession. Après, il y a des syndicats, il y a 2 syndicats principalement, et chacun n'est pas dans le même syndicat. Ça reste quand même difficile de mettre autour de la table dans le quotidien des uns et des autres. C'est quoi? C'est historique? C'est des tensions? C'est des... Comment, pourquoi? En fait, chacun veut prêcher pour sa paroisse ou... Non, d'ailleurs, on s'entend assez bien avec les personnes de notre profession. J'avais l'impression, moi, qu'il y avait une espèce de sympathie ou de fraternité entre... Ouais, mais quand on est sur des sujets qui ne concernent pas forcément les paroisses elles-mêmes, ça reste quand même relativement compliqué. Maintenant, c'est un sujet que je ne gère que depuis quelques mois, alors je ne veux pas m'avancer. Mais c'est vrai que je reste quand même attentive à ce qu'on puisse s'unir autour de la table pour pouvoir parler de certains sujets, dont celui-ci. Ça serait intéressant, ouais. Et du coup, ça me met sur un autre sujet. Et si je peux me permettre, si on pouvait toujours aller sur le sujet de l'union, il y a plusieurs sujets. Le premier, ça pourrait être par exemple de comment communiquer sur nos appellations. Ça peut être aussi de se mettre ensemble pour pouvoir faire des achats et pouvoir éventuellement espérer avoir des économies d'échelle. Et ouais. Il y a plusieurs sujets qui sont posés sur la table. Ça peut être la consigne, évidemment. Nous, on y croit énormément. Maintenant, c'est pas encore fait. Tu parles d'appellation, juste petite parenthèse. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'AOC, appellations contrôlées sur des produits hexagonaux. Ici, il n'y a pas d'AOC sur le rhum. Il y a une IGP sur le rhum, une indication géographique protégée, mais sur laquelle on ne communique absolument pas.
Là où, par exemple, l'AOC, sur les rhums agricoles de Martinique, notamment, pour ne pas citer ceux-là, a déjà fait un travail de vulgarisation et de communication. Et pourquoi vous n'avez pas l'AOC? Alors, c'est un choix, en fait, de notre territoire. En Guadeloupe, il y a énormément de planteurs de canne. Ça va du planteur qui a 1 hectare à celui qui a 50 hectares. Ce qui n'est pas le cas sur la Martinique, puisque en Guadeloupe, il y a environ 5000 acteurs sur la filière canne. En Martinique, c'est beaucoup plus concentré. Et donc, il y a un consensus qui est plus facile à avoir. Là aussi, ça aurait voulu dire la mort de plusieurs acteurs qui sont de taille, on va dire, inférieure. Ah oui, pourquoi? À cause des contraintes que ça amène d'être Voilà, AOC? c'est ça. Maintenant, Ok. sur la traçabilité, qui est l'enjeu principal de l'AOC, nous, on est assez clair. 80% de nos besoins sont sur nos propriétés. On travaille aussi avec des agriculteurs qui ont notre cahier des charges et nos doléances en termes d'exigence. Donc, sur ce sujet-là, pour Bologne, en tout cas, c'est plus Ouais. facile. Ça amènerait quoi de plus d'être AOC en fait? Pas grand-chose? Pas grand-chose. Non, bon, c'est ça. De toute façon, juste la fête rhum des Antilles, comme tu le disais, on est les seuls quasi à produire du rhum agricole. Agricole, oui. Partout ailleurs, d'ailleurs, quand on se balade un peu dans la Caraïbe, Mais est-ce que le consommateur sait ce que c'est le rhum agricole? je pense qu'aux Antilles, ouais, quand même, non? Tu crois pas? Je suis pas sûre. Ah ouais? Eh ben, vous nous direz en commentaire si vous savez ce que c'est que du rhum agricole, j'espère quand même, versus du rhum industriel. Dites-nous. Ouais, commentaire, vous allez nous dire et vont nous dire. On posera la question. On fera une story. Donc tout ça, ça m'amène à un nouveau sujet. On parlait tout à l'heure de résilience, donc je pense à ça parce qu'on parle des bouteilles recyclées en cas d'arrêt d'arrivée des containers. Tu parlais aussi de la canne qui poussait moins bien sur certaines parcelles depuis quelques années à cause de la météo notamment. Les changements climatiques, C'est maintenant. c'est maintenant. Est-ce que vous êtes déjà dans des plans, dans des stratégies d'adaptation au changement climatique? Effectivement. En fait, le changement climatique dans l'agriculture et dans l'agriculture qui est destinée à la production d'alcool, par exemple, sur les vignes, il y a énormément de choix qui sont faits aujourd'hui pour la sélection du type de cépage, du type de produits qu'on va réaliser dans tel secteur géographique. On passe du blanc au rouge, par exemple. Ok. Dans l'agave, c'est pareil. Nous, on réfléchit en permanence avec notre secteur agricole de manière à développer des variétés en relation avec le CTCS, donc le Centre technique du sucre et de la canne, pour qu'on puisse avoir des variétés qui soient plus résistantes. Maintenant, on fait aussi des recherches en interne de manière à préserver notre canne noire, qui est, elle, sujette aussi à plus de désagréments, et qui est plus fragile. Donc forcément, on va avoir plus de réflexion sur la protection de notre giron. D'accord. Donc ça, c'est sur le volet agricole. Et est-ce qu'au niveau industriel, vous avez fait, genre, je sais pas, des diagnostics de vulnérabilité? Vous êtes en Basse-Terre, par exemple, vous êtes super soumis aux inondations. Alors, je sais pas sur votre site exactement si c'est le cas, mais Alors, inondation, non, puisqu'on est vraiment que en hauteur, hein. en hauteur et sur un domaine qui est vallonné. Mais par contre, on est aussi sujet à des éruptions volcaniques potentielles. Il y a énormément de risques qu'on peut avoir qui sont liés à notre activité et à notre situation géographique. La situation géographique, je pense vraiment qu'elle est idéale pour la production de nos rhums. On est à la jonction de la côte au vent et de la côte sous le vent en termes d'hydrométrie, de pluviométrie, de température, sur la qualité des sols qu'on a. Aujourd'hui, on a vraiment des résultats très intéressants. Mais on réfléchit aujourd'hui à des solutions pour aller plus loin sur comment on peut se protéger des risques potentiels à venir. D'accord. Ok. Et donc, est-ce que vous avez la question derrière tout ça, c'est est-ce que vous avez vraiment une stratégie basée sur un diagnostic à la fois sur vos approvisionnements, ce que vous produisez, comment la chaîne de production et aussi sur votre distribution par rapport aux risques climatiques avec un plan d'action à mettre en place sur plusieurs années? Est-ce que c'est un exercice que vous avez fait? C'est un exercice qu'on fait.
Donc, qui n'est D'accord. pas écrit encore, mais Ok. forcément, c'est une vraie question pour nos équipes de savoir quels seront les rhums de demain. D'accord. Ouais. Ouais, ok. Intéressant. C'est vrai que ça, c'est de plus en plus d'actualité nécessaire. Il y a l'ADEME qui met aussi des fonds maintenant pour vraiment, enfin, pendant qu'elle existe, l'ADEME. On la verra si ça dure. Ouais, on touche du bois. Bon. Et ok, donc intéressant. Et du coup, quand on parle aussi de tout ce qui est adaptation, il y a l'aspect énergie. Vous avez des consommations énergétiques. Donc, vous êtes, je pense, pour la plupart de des grosses consommations d'énergie, c'est pour chauffer. Et ça, c'est directement avec votre bagasse. Est-ce que vous avez installé Panneaux solaires. des panneaux solaires? 2026. Ok, c'est prévu déjà. C'est ça. Ok, excellent. Comment vous faites ça? Vous avez pris un partenaire externe, j'imagine, ou vous êtes Exact. un... Ok, Mm. ok. Bon, c'est bien. Et alors, tu parlais de rhum du futur. Ouais. C'est quoi le rhum du futur? Est-ce qu'il est moins alcoolisé, plus Ah ouais? Ouais. Sérieux? Ouais. Je pense vraiment. Je pense qu'on est dans une tendance du low alcool, du no alcool. On a l'intervention, par exemple, du Dry January, la nouvelle. Dry January, en C'est vrai. janvier, on ne consomme pas. C'est-à-dire pas l'alcool en janvier. Dry January en Oui. anglais. Voilà. On est vraiment sur une tendance où les consommateurs, ils sont à la recherche de produits plus qualitatifs, peut-être à la recherche d'en consommer moins. Mais oui, le sujet du degré est forcément dans la réflexion. Ah ouais, ok. Bon, on a vu des marques. Peut-être pas pour notre marché local. Ouais. Sur le marché international, Ouais. c'est un vrai sujet. Mais j'ai vu des rhums normalement, parce que vous sortez à combien? Le rhum blanc, il est à combien? Alors, notre rhum blanc classique, le maillot jaune, est à 50 degrés. Ouais. Maintenant, dans notre cahier des charges, on peut aller jusqu'à 40 degrés, ce qui correspond à certaines références que nous avons aujourd'hui. C'est ça, vous avez des références déjà à 40, Bien sûr. qui sont déjà moins... un whisky, c'est 40, quoi, non? Je pense 42. Ça peut, comme ça peut être plus. Ça peut être plus aussi. Ouais. C'est vrai que les rhums, rhum agricole, on est habitué à ce que ça soit du 50, quoi. Enfin, C'est 49, 50, quoi. C'est ça. Ou 59 pour nos amis Marie-Galante, par exemple. Oui. Ouais. Ou voire même des brutes de colonne 70, je crois qu'il y en a qui Alors, sont sortis. oui, on a eu notre brut de Cologne, notre première édition à 75,5. Mais ça se boit pas, ça, tu peux pas boire ça. Bien sûr, en fait, quand tu as ta distillation, quand tu vas sur ta colonne à distiller, on a une super colonne de cuivre créole qui retranscrit un petit peu les rhums qu'on pouvait produire il y a 50 ans. Ok. Quand tu goûtes l'essence de ça, tu as la jeunesse de tous Ouais. les produits qu'on va avoir. Plus on rajoute d'eau, plus on va être non fidèle à la trame aromatique de ce produit-là, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Donc, tous les amateurs vont aller chercher cette quintessence sur les produits vraiment à fort degré, où on va être sur la jeunesse de la marque. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie tendance sur les brutes de Cologne. Notre seconde édition sur le brut de Cologne, c'était une 100% canne noire à 72. Sur les cannes noires, on va distiller à plus bas degré, entre 72 points de côte de Cologne, c'est déjà intéressant. Mais comment tu le bois, ça? Tu le bois pur? Exact. C'est intéressant, surtout sur ce type de produit extrêmement technique, d'aller vraiment faire une dégustation, presque une dégustation professionnelle, en ayant la possibilité de découvrir quelles sont les différentes phases, l'attaque, le milieu de bouche, comment il va être, la réminiscence du produit, la réminiscence du produit, ce qu'on va appeler la rétro-olfaction, le fait d'avoir ces arômes qui reviennent en bouche. C'est sublime, c'est une histoire de poésie, de dégustation, et je te recommande d'ailleurs de venir et de déguster nos brutes de Cologne. Bah écoute. Peut-être pendant la campagne, d'ailleurs, quand les visiteurs font notre visite, ils peuvent déguster ce brut de Cologne direct sorti de nos collègues. Donc, c'est vraiment une expérience que je recommande. Mais je le ferai parce que c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion encore de le faire. Ouais. Ok. Ça pourrait te surprendre. Ouais. Ouais. Bah écoute, j'aime bien être surpris. Défi relevé. Ouais. On a vraiment, tu sais, le rhum, c'est vraiment ancré dans la culture guadeloupéenne ici. Toi, avant de travailler chez Bologne, est-ce que tu avais, je sais pas, dans ta famille, quelque chose qui te liait déjà à la marque? Ou est-ce que le rhum avait une place particulière, ou c'est le hasard de la vie qui a fait que tu t'es retrouvé à travailler dans ce...
C'est plutôt le hasard de la vie. En fait, je suis arrivée sur le poste de marketing et c'est mon métier premier sur le marketing. Et j'ai découvert les rhums à la distillerie Bolette. Et c'est vrai que j'ai été happée par ce milieu qui était beaucoup plus profond que je pensais. En fait, derrière une étiquette, il y a énormément de strates. D'ailleurs, la strate éco-responsabilité, l'éco-responsabilité fait partie des strates importantes et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Mais la strate patrimoniale, historique, tout le branding, le storytelling qu'on va avoir autour des produits est extrêmement intéressante. L'entreprise elle-même est super intéressante aussi. Donc, c'est le combo de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, après 8 ans, je suis encore là en train de parler de Rome autour d'un podcast et à la direction. Exact. Excellent. Et non, c'est vrai, en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment des industries qui allient vraiment la tradition et la modernité, parce que vous êtes obligé d'intégrer aussi des nouveaux process et puis d'anticiper l'avenir. Je trouve que Bolan conjugue tradition et innovation sur un rythme qui me plaît énormément, en fait, de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Ça, c'est quelque chose qui m'anime énormément, tout en restant extrêmement ancré dans la tradition, ancré dans la culture. On soutient énormément la culture parce qu'on en fait. Et tu disais que le rhum fait partie de la vie des Guadeloupéens. Et puis, c'est vrai que tu retrouves du rhum dans tous les grands moments de la vie. Ça peut être la mort comme le début de la vie, de célébrer ça. Ça fait partie de quelque chose qui nous anime, de pouvoir proposer aussi des produits de qualité, des produits qui correspondent à chaque instant de consommation et chaque instant de vie, finalement. C'est ce qu'on appelle les artisans agitateurs d'idées. On vient pour partir des produits classiques, aller sur des produits d'innovation. C'est comme ça qu'on a créé des ice rum, des rhums qui se consomment givrés, aller à contre-courant de la tendance, par exemple, ou la collection Les Expérientiels. Les Expérientiels, c'est une collection que je voulais lancer il y a plusieurs années. Les Expérientiels, c'est les expériences du maître de chai. D'accord. C'est la collection X. C'est un truc, c'est une collection qui sort des sentiers battus, une collection qui sort aussi de la trame aromatique des produits classiques qu'on peut avoir dans notre collection. Donc, sur ce premier volet des expérientiels, on a un rhum blanc qui est l'imitation des rhums qu'il y avait il y a 50 ans. Donc, on a réussi à reproduire ça avec notre maître de chai. Et comment vous savez ça? Parce que lui connaissait, ou c'est un ancien, ou c'est... Il faut dire que à la distillerie, on a une tranche d'âge qui est vraiment très importante puisqu'on a une ancienneté record, 35 ans en moyenne d'ancienneté. Donc, je fais partie des jeunes de la distillerie. Donc, on a encore ce savoir-faire et cette mémoire du produit et de pouvoir avoir des fermentations longues. Alors qu'aujourd'hui, on veut tout maîtriser, faire en sorte que l'ajout de levure vienne standardiser le produit. Et là, c'est lancer des produits avec une fermentation de 7 jours sur des levures indigènes, donc les levures qui appartiennent déjà à la canne. C'était une expérience vraiment qui était incroyable. Le packaging du produit est aussi très différent de ce qu'on fait habituellement. Donc, c'est une collection qui nous permet vraiment d'aller parler aux consommateurs des choses dont on ne parle que très rarement. La fermentation, c'est pas très sexy, c'est pas très marketing. Alors que c'est une grosse partie du caractère du rhum. Absolument. Et là, donc, tu dis... Parce qu'habituellement, sinon, vous prenez des ferments que vous importez vous ajoutez des levures. Voilà, exactement. Et des levures qui sont efficaces, donc de manière à avoir une fermentation qui soit maîtrisée, standardisée. Et là, mais la canne a déjà ses propres levures. Ouais, donc des levures indigènes, le produit s'appelle indigène, qui sont présentes directement sur cette canne. C'est un beau cadeau de Noël, ça. Mais est-ce qu'il y en a encore? Je ne pense pas. Ça part vite? C'est déjà parti. On a sorti 2 produits, ADN qui est un rhum vieux en 100% canne noire et Indigène, un rhum blanc avec une fermentation longue et il n'y en a plus. Tu sais ce qu'il faudrait faire? Dis-moi. Comme tu es dans le marketing, il faudrait faire une sortie Régénération Caraïbes. Ok, je note. Tu notes? Ouais. Bologne, Régénération, tu vois, tout ce qui est les plus, tu vois, la canne bio, fermentation longue.
J'aime l'idée. T'aimes? J'aime. Bon, bah, on s'en reparlera. J'achète. Ok. Ça touche bientôt à sa fin. J'aime bien faire une petite session de questions un peu rapides Ok. que je n'ai pas lues, que j'improvise. Oh, Attention. c'est bien. Je vois que je les ai toutes posées déjà, naturellement. Mais je croyais que Le c'était truc. Bah écoute, en fait, je les avais déjà intégrées dans ma. Tu m'as dit Dans que le tu fil. voulais que je m'adresse à tes auditeurs. Oui, alors ça. Est-ce que tu veux que je leur dise? Oui, tu vas leur dire ce que tu veux leur dire. Ouais. En fait, la question un petit peu que je pose à chaque fois, c'est si tu avais des jeunes qui veulent se lancer dans le métier du rhum. Mhm. Alors c'est large parce que dans le métier du rhum, il y a plein de choses. Mhm. Déjà, avant que tu t'adresses à ceux qui nous regardent, quels sont les métiers qui sont en demande, pour lesquels vous avez de la difficulté à recruter en ce moment? Tu parlais tout à l'heure du coupage de la canne, hein, évidemment. Est-ce qu'il y en a d'autres? Plein. Ah ouais? Ouais. En fait, dans une distillerie, qui n'est pas une rhummerie, n'est-ce pas? On a un éventail de métiers tentaculaires. Donc, on a des opérateurs techniques, où d'ailleurs, il n'y a pas d'école particulière, c'est de la formation interne, à des métiers extrêmement spécialisés. On vient de recruter un nouveau maître de chez, ça c'est fait. Mais on recherche un brand ambassadeur, on renforce notre équipe marketing, on recherche un mécanicien spécialisé dans les engins agricoles, on recherche évidemment, on en a parlé tout à l'heure, d'opérateurs agricoles, de conducteurs d'engins agricoles, et je suis sûre d'oublier plusieurs métiers, mais c'est vrai que nos métiers sont en tension. D'autant plus que nous nous situons à Basse-Terre et que la zone manque parfois d'attractivité pour les jeunes, alors que on recherche des animateurs des ventes anglophones ou bilingues. Par exemple, c'est un métier où c'est super intéressant de promouvoir non seulement la marque, mais derrière la marque, de promouvoir la Guadeloupe. Donc voilà, on ne sèche jamais de recruter. D'accord, ok. On ne cesse jamais de recruter. Ouais. Et vous avez de la difficulté à recruter certains postes. Sur certains postes, oui, sur d'autres moins, mais dans l'immédiat, effectivement, tous les postes dont je viens de te parler sont à pourvoir. Ok, ils sont sur votre site internet? Non. Aïe, mais voilà. Ils sont sur notre partenaire France Travail et sur les réseaux, évidemment. Ok, ça marche. Et ben voilà, si vous écoutez le podcast, vous voulez travailler pour le patrimoine guadeloupéen. Oui, une seule adresse, recrutement@rombologne.fr. Excellent. Alors du coup, conseil parce que donc, toi tu es guadeloupéenne, tu es partie étudier à l'extérieur. Exact. Et tu es revenu. Tu es revenu par choix, j'imagine, ou comment ça, tu voulais mettre tes compétences au service de l'île, ou c'est un peu le hasard de la vie qui t'a ramené Pour moi, revenir, c'était pas un choix, c'était une obligation. Ok. Donc, obligation parce que je me voyais pas travailler, en tout cas longtemps ailleurs. Ouais. Obligation parce que je voulais rendre à mon île ce qu'elle m'avait donné. Je trouve que la Guadeloupe offre vraiment un panel de qualité qui est incroyable pour chaque jeune professionnel. Et coup de cœur parce que je suis revenue travailler dans une entreprise pour laquelle la compétence n'a pas d'âge, n'a pas de sexe, n'a pas de couleur. Et ça en fait une aventure assez incroyable. Génial. Et du coup, alors c'est la question justement que je vais te poser par rapport à des jeunes qui sont en métropole. Et qui reviennent pas. En fait, c'est un vrai problème parce qu'on en parle depuis. Moi, je suis là depuis 10 ans et depuis que je suis là, j'en entends parler. Et on sait que la démographie est en train de diminuer. Et il y a des gens de l'extérieur qui viennent travailler ici, mais on a aussi plein de jeunes qui sont là, qui partent bosser, faire leurs études, parce que bon, tous les cursus sont pas là, ce qui est normal. On n'est pas un gros bassin de population, et ils reviennent pas. Comment on peut faire? Déjà, il faut revenir à Bologne.
ou On ailleurs. recrute. Mais Euh, en tout cas, il y a du boulot. Mais d'après toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait pour les attirer plus, quoi? Toi, tu avais cette envie. Pour toi, c'était pas une question, c'était absolument nécessaire de revenir pour travailler pour ton île. Euh, D'après toi, ça serait quoi le... La première des choses, c'est être sûr que la filière choisie soit en adéquation avec la demande de l'île. En fait, c'est sûr que si on fait des études pour être astronaute, c'est pas Ça va être plus compliqué. évident. Quoique la Guyane. Quoique la Guyane, évidemment. Mais pour la Guadeloupe, ça risque de reporter sur le département voisin. Donc, la première des choses, c'est vraiment d'être sûr d'avoir une filière qui soit en adéquation avec le besoin. Certains vont choisir le salariat, d'autres vont choisir l'entrepreneuriat. Je rencontre régulièrement des chefs d'entreprise, des groupes qui sont eux aussi à la recherche de talents. Donc, il y a aussi un travail de la part des entreprises à faire sur faire venir les talents et surtout les faire rester. Donc Eh ça, oui. c'est un enjeu du quotidien. Mais en tout cas, à tous les jeunes qui partent, de pouvoir se former et de savoir sur quelle sera la pierre qu'ils vont vouloir apporter à l'édifice Guadeloupe. Ouais, exactement, parce qu'en fait, on a besoin aussi. C'est ça le truc, c'est qu'il y a un vrai besoin. En fait, moi, je suis employeur aussi. Quand on est sur le territoire, ben en fait, il y a des postes, on ne trouve pas. On ne trouve pas. On ne trouve pas. Et inversement, j'entends aussi des Antillais qui sont en France et qui se disent, ouais, non, si je rentre, je vais être obligé de prendre n'importe quel poste où je vais chercher pendant des mois. Mais en fait, dès qu'on a une qualification qui est justement qui est spécifique et qui est utile, Mais en fait, on attend les que bras ça. ouverts. C'est ça. Et je crois que les entreprises ont compris aujourd'hui que il est plus facile à un jeune Guadeloupéen qui est parti se former de revenir pour rester que de faire venir différentes personnes qui ne connaîtront pas le territoire et qui ne vont pas s'y habituer et qui vont repartir. Et qui vont repartir potentiellement. Et alors pas tous, hein, Pas tous. évidemment, mais c'est sûr. Et donc ouais, revenez. Et en plus de ça, franchement, quand on a un boulot qu'on aime, la vie elle est belle ici. Je prends l'exemple de nos bureaux où on est entre mer et montagne. Tu tournes la tête à droite, tu vois la mer des Caraïbes. Tu tournes la tête à gauche, tu vois la Soufrière. C'est quand même plus fun que d'aller à la Défense, quoi. J'avoue. La Défense, ouais, Courbevoie, tous ces noms bizarres là. Ouais. Mais voilà, pour parler de l'exemple, par exemple, de notre responsable qualité, elle me disait, ça fait 10 ans que je cherche du boulot en qualité, je suis super contente de pouvoir rentrer en Guadeloupe. Elle arrive et elle a un super challenge de pouvoir maintenir notre ISO 22000. Ça lui fait un super retour au pays. Excellent, et c'est clair. Et puis quand on maîtrise un peu son domaine, c'est vite un petit microcosme aussi. Donc c'est ça aussi qui est agréable de travailler sur une île, c'est que rapidement on connaît un petit peu les gens. Il faut être assez versatile aussi. Faut être débrouillard, quoi. Débrouillard pas péché, on le sait. Hein. Ouais. Donc forcément, on a par exemple des jeunes qui arrivent en alternance. Je prends l'exemple de Lucas. Il a fait un stage à l'embouteillage, opérateur embouteillage. Aujourd'hui, il est responsable du domaine agricole sur notre propriété qui fait 50 hectares. Génial. Et ça s'est passé très rapidement, en fait. Donc, il y a des beaux exemples d'évolution interne. La transmission, ça fait partie des valeurs. On n'apprend pas nos métiers à l'école, donc on forme en interne et surtout le challenge après c'est de retenir ces talents-là. Je trouve qu'on n'est pas mauvais. Vous débrouillez bien. 35 ans d'ancienneté, tu disais, bon, c'est pas mal. J'ai une question à te poser là qui me vient à l'esprit. Tu disais dans l'entreprise, il n'y a pas de distinction de couleur, de sexe, tout le monde peut travailler à différents postes, etc. C'est la compétence qui compte. En tant que femme, nouvelle directrice, femme noire, à la tête d'une distillerie en Guadeloupe. On va la poser à chaque fois celle-là, je crois. Écoute, je sais pas, mais elle m'est venue là. Je pense que comment ça se passe et comment tu le gères? Bien. T'as l'air. Comme je te dis, je suis dans une entreprise où c'est pas un sujet, donc forcément, voilà. Est-ce que l'extérieur
le perçoit de manière comme étant un ovni peut-être, parce que j'ai cru comprendre que ma nomination avait fait le tour des médias alors que je m'y attendais pas du tout. Et d'ailleurs, ça faisait plusieurs mois que j'étais nommée et que personne ne s'en souciait. Je pense qu'il y a une vraie presque attente de personnes qui cherchent des exemples de réussite. Je suis pas sûre d'en être un, mais moi, j'en vois tous les jours des exemples. Aujourd'hui, ma nomination fait figure peut-être d'exception dans un milieu plutôt masculin, j'en suis plutôt consciente. Maintenant, au niveau de mes confrères, j'ai été bien accueillie, au niveau de la population guadeloupéenne également. Mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on parle de direction dans le milieu des alcools, on voit de manière peut-être plus automatique un homme. Mais aujourd'hui, les Roms Boulogne s'écrivent au féminin et j'en suis heureuse. Et ça s'écrit aussi au féminin dans mes équipes. Les équipes ont été féminisées au cours des dernières années. Et, ça ne peut être que bien d'avoir un petit peu plus de diversité sur l'équipe. Absolument, absolument. Que voilà, les jeunes femmes guadeloupéennes se disent bah, moi aussi, je peux devenir directrice. Évidemment. Donc, évidemment. Ok. Super, bon, tu vois, je ne savais pas qu'on t'avait posé la question systématiquement. Je peux croire. Mais c'est la dernière qui m'est venue. Super, bah, écoute, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Dernière chose que je pose presque tout le temps. Dis-moi. Si tu devais voir la Guadeloupe et le milieu du coup dans lequel tu travailles, la production de rhum, en 2045, dans 20 ans, à quoi ça ressemblera, d'après toi? Je pense qu'on aura fait le switch entre le rhum blanc et le rhum vieux. Je pense que vraiment, le consommateur de 2045, il consommera plus de vieux que de blanc. Je pense qu'il y aura une vraie réflexion sur la typologie des produits en termes de degrés. Peut-être qu'on consommera des rhums moins forts. Je pense que les consommateurs s'attelleront à acheter des produits à plus forte valeur ajoutée, des produits qui raconteront une vraie histoire plutôt qu'un tarif, plutôt qu'un degré aussi. Donc je pense qu'il y a tout à faire pour pouvoir parler et s'adresser aux consommateurs de 2045. Mais écoute, on en reparle en 2045. Si on si on est encore là. Avec plaisir, je reviendrai sur le plateau de Régénération Caraïbes. Yes, merci beaucoup Lydia d'avoir pris ce temps pour nous. Je sais que tu es occupée. Je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Beaucoup de succès, Phila, conseil à Régénération Caraïbes également. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à tous d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Continuez à nous envoyer vos questions, vos commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. À bientôt pour un prochain épisode. Régénération Caraïbes, le podcast. Écoute. Régénération Caraïbes, le podcast.